On va passer à la deuxième intervention. Alors, on avait un premier pionnier, on a une pionnière qui va nous, en la présence de Flavie Derinck-Gaucho, qui est psychiatre, qui coordonne l'ACUMP zonale sud, en place à l'ACUMP 13, qui est une CUMP départementale et régionale. Vous avez été, tu as été, je me permets, une des premières à s'engager dans les CUMP depuis 1998. Donc tu as bien pu voir l'évolution de ces CUMP. Tu t'es occupé de beaucoup de choses, des réfugiés de guerre en Serbie, l'Ukraine, l'explosion d'AZF. Tu m'as fait toute une liste, je ne peux pas tout mentionner, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Le cyclone Irma, on voit toute la diversité finalement des actions des CUMP en ta personne. Tu as aussi une valence pédopsychiatrique, ça aura peut-être son importance dans ton intervention. Et tu vas nous parler d'un rétexte sur la mise en place d'un PUMP hospitalier qui a déjà été évoqué, qui est un vrai besoin. À toi. Voilà, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité pour transmettre une partie de mon expérience. Donc, je ne sais pas comment... Voilà, ça y est. Ça, c'est voilà. Donc, on m'a demandé de témoigner, de présenter ce qu'est un PUMP hospitalier, donc qui est un PUMP secondaire, ce qu'on appelle par rapport au primaire. On va voir ce que c'est, et tout particulièrement par rapport à l'expérience de l'attentat, du dispositif mis en place lors de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Donc, globalement, on m'attendait sur différents éléments concernant les PUMP. Je crois qu'on pourrait carrément faire un séminaire dessus toute une journée. Donc, je vais essayer d'être le plus précise possible. Il est vrai que la question d'un PUMP, c'est très important autour de rassembler sur une unité de lieu et une unité de temps des volontaires psychologues, infirmiers qui vont peut-être avoir des actions d'agents de résilience, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait là et par rapport aux urgentistes qui sauvent les corps et qui là nous on arrive comme ça sur un terrain et bon, François l'a bien déterminé, c'est extrêmement codifié tout ce que nous faisons et la question d'aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on peut tirer des leçons pour protocoliser et transmettre à d'autres établissements. On y a déjà pas mal réfléchi. C'est vrai que sur Marseille, on a fait le tour de tous les établissements pour voir où est-ce qu'on pouvait mettre un PUMP à l'intérieur de chacun. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, on a des solutions extrêmement diverses. Donc, les facteurs qui interviennent autour de la décision de monter un PUMP, c'est quelque chose qui peut être multifactoriel. Alors, comment protocoliser pour transmettre comme ça quelque chose qui est déjà tout prêt de façon générique en cas de SSE? Bien sûr, les cellules d'urgence médico-psychologique sont bien codifiées par rapport à une multitude d'instructions. Moi, j'ai un peu l'honneur de dire je fais partie des 7 initiaux. Nous étions que 7 interrégionaux au départ, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus d'une centaine. La question, c'est vraiment comment est-ce que ce dispositif a pu autant évoluer en 30 ans. Je crois que c'est parce qu'il répond véritablement à un besoin, à une réalité de terrain. Et donc, nous avons pas mal de référentiels qui structurent un peu notre façon de penser, d'agir. Parce que, en dehors du traitement qu'on peut mettre en urgence, la réalité, c'est que les soins qui sont faits, prodigués par les CUMP, que ce soit en immédiat ou que ce soit en post-immédiat, ou que ce soit un peu plus tardivement, eh bien, c'est du soin relationnel. C'est la rencontre de quelqu'un, d'une victime, avec un soignant. Et on a un peu des repères autour du fait que sur Nice, c'était 1 heure par victime par soignant pour 10 heures d'affilée. On calcule comme ça, c'est-à-dire combien on met de volontaires pour combien de victimes qui affluent et combien de temps. Toutes ces questions-là, eh bien en fait, c'est parce qu'à un moment donné, il y a du temps qui se fait autour de la gestion de l'accueil d'une personne complètement dissociée. Avec un soignant qui va dans sa relation, dans son acte, que ce soit un nursing en urgence pour les dissocier, que ce soit un diffusing pour les diffuser, pour les déchoquer, ou que ce soit un débriefing pour ceux qui sont déjà un peu plus structurés quand ils arrivent vers nous. Donc la CUMP, les modalités d'intervention, elles sont assez claires, c'est un peu hiérarchique, ça part du SAMU, ça part du DSM. Ça s'alimente par les témoignages et les remontées d'informations du SMUR.
Et avec ces éléments-là, bien, on a le référent CUMP qui décide s'il va d'abord projeter un binôme d'évaluation, parce que souvent on n'a pas assez d'informations pour dire allez, on s'en va, on déclenche la cavalerie. Je dis ça parce qu'avant on nous appelait les psychiatres cow-boys, hein. C'est comme ça que nos confrères de psychiatrie nous appelaient, alors que les urgentistes du SAMU nous appelaient les empêcheurs de tourner en rond ou les troubles faits. Vous voyez, on a toujours eu un peu du mal à se situer entre l'urgentiste et le psychiatre. Donc en fait, de façon hiérarchique, la réalité c'est que en fait, ce qu'on peut retirer comme leçon, c'est que ça s'impose de lui-même. Les patients, là, si on a une SSE avec un afflux massif de victimes, je peux vous dire que c'est la population qui va nous imposer notre dispositif. C'est eux qui décident où est-ce qu'ils vont, c'est eux qui décident de quoi ils ont besoin. Parce qu'en fait, le principe même de la population de victimes, ça va être de se rapprocher au plus de ses proches perdus. Perdus parce qu'ils ne savent pas où ils sont ou perdus parce qu'ils sont décédés. Et ça fait partie des leçons qu'on a tirées et que l'hôpital, finalement, devient un petit peu ce dernier bastion, ce lieu de sécurité, ce lieu symbolique où la population vient rechercher du réconfort, vient rechercher du sens, là où ils l'ont complètement perdu sur le terrain. Les expériences de PUMP hospitaliers sont des expériences qu'on a rencontrées diversement, enfin, au cours de notre parcours un peu d'intervention CUMP. Celle dont je vais parler, c'est Nice. Mais il y en a eu d'autres. Moi, la véritable référence, c'était quand il y avait Ground Zero sur Saint-Martin, dans les Antilles, après le passage d'Irma, où vraiment il n'y avait plus rien d'autre que cet hôpital qui était debout et qui a fait... il faut s'attendre à vraiment une multitude de missions impensables parfois. Donc la définition d'un PUMP, elle va être assez simple. C'est un lieu de soins. Un lieu de soins où vont s'installer des gens qui sont formés, qui sont référencés par l'ARS, qui sont sur une liste et qui sont coordonnés par un chef de PUMP avec un coordonnateur PUMP juste au-dessus. Qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur ? Eh bien, il s'y passe du soin. C'est-à-dire que la définition d'un PUMP, elle va être à la fois sur le plan matériel, mais elle va être aussi à la fois sur le plan éthique et déontologique. Nous sommes des blancs. Et quand on arrive blanc au milieu des rouges, des bleus marines, hein, on parle comme ça, eh bien, on est parmi ceux qui vont défendre ce qui fait de nous des médecins et des psychiatres, c'est-à-dire ce qui fait de nous des soignants. Et c'est au-delà des urgentistes, il faut savoir que nous, on intervient souvent plusieurs semaines après, et que si on est sous couvert de l'autorité du DSM au départ, sur les premiers jours, après, on est sous couvert de l'autorité de nous-mêmes, entre guillemets. Bien sûr, il y a la préfecture, il y a l'ARS, il y a les cellules de crise autour de tout se décide, mais sur le terrain, finalement, on est des représentants de ce qu'est l'hôpital. Alors, si en plus on est à l'hôpital, c'est génial, parce que là, ça devient quand même un espèce de cocon où finalement, on n'a plus à défendre la déontologie qu'on doit défendre à l'extérieur dans les PUMP extra-hospitaliers. Les différents PUMP, rapidement, le PUMP primaire, c'est sur la catastrophe, c'est au milieu des décombres, c'est dans une salle de stade où ça a explosé, c'est dans des lieux comme ça qui sont vraiment sur le terrain. Et plus vite on les lève, ces lieux-là, mieux c'est, parce que c'est des lieux qui sont symboliques du traumatisme et que finalement la population, et on va le voir à Nice, ça a été le théâtre de toutes les contradictions par rapport à ce qu'on pourrait dire. Le PUMP secondaire, c'est des PUMP où on va être en backup, souvent c'est des gymnases, ça se décide dans des mairies, ça se décide dans des lieux un petit peu symboliques par rapport à la géographie, et bien sûr, l'hôpital fait partie de ces PUMP secondaires. Et puis il y a le fameux PUMP téléphonique qui s'est mis en place tout doucement, qui aujourd'hui est quasi systématique dans les SSE, et qui a un véritable apport, et qui peut aussi s'appuyer sur un numéro local qui va être utilisé et diffusé. Alors les différents temps de PUMP, c'est ça, c'est le T0, c'est l'urgentiste, c'est le SAMU, c'est ces médecins qui viennent et qui sauvent et qui évacuent et qui gèrent l'urgence de la vie. Et puis nous, on arrive souvent un petit peu en décalage. C'est très très rare qu'on mette en même temps un PUMP en même temps qu'on pose un PMA. On va voir comment un PUMP primaire peut exister. Ça veut dire qu'il y a de nombreuses victimes qu'on n'arrive pas à évacuer. Et à ce moment-là, on se pose là, au milieu, avec le PMA. Mais en général, c'est pas le lieu idéal. Et donc, là où véritablement on a nos expériences sur la durée, c'est les PUMP secondaires. Donc, le PUMP primaire et secondaire, les cahiers des charges, c'est la même. Il faut un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on ne voit pas bien d'ici, mais c'est pas grave, je connais bien.
Donc c'est le lieu, c'est une unité de lieu qui doit être sécurisée, confidentielle. Et la question de la confidentialité, elle est essentielle parce que protéger un PUMP, choisir un lieu, c'est pas forcément... Souvent, le DSM, il nous dit, vous allez vous mettre là. Ben non, on peut pas se mettre là. C'est pas assez sécure. On n'a pas de filtre. Et on se retrouve souvent sous le regard et sous la convoitise, parfois des médias, tout simplement, ou parfois d'autres choses auxquelles on doit faire face. Donc c'est vrai, c'est un lieu... Il faut le sanctuariser autour de la santé, autour du soin, autour de la médecine. Et puis la doctrine, c'est quoi? En fait, la doctrine, elle est simple. C'est qu'on voit arriver des gens qui sont déstructurés, qui ont été objets. Ils n'existent plus en tant que sujet, en tant que personne comme ça, libre, autonome et indépendant. L'idée, c'est que après être passé par un PUMP, ils repartent libres, autonomes et indépendants dans leur vie, dans leur parcours de soins, même si elle n'est pas finie, mais qui retrouvent leur esprit. Donc le PUMP, c'est un lieu de réassociation, c'est un lieu où l'objet, l'humain objet devient l'humain sujet. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on respecte une charte, on a des principes comme ça et des doctrines autour du soin. Et je ne ferai que le répéter parce que c'est vraiment des choses dans le chaos. Ça fait partie des phares que nous avons. Le schéma type, il est simple. Je crois que ça, c'est des choses... Il y a une entrée, un secrétariat, il y a des espaces de groupe, des espaces individuels, des espaces d'attente très, très, très importants. Ça, sur Nice, les PUMP, on avait des espaces avec des lits picots où les gens, ils restaient. Ils restaient parce qu'il faut savoir aussi, on va le voir, c'est que le psychotraumatisme en aigu, c'est un peu soupolé, entre guillemets. C'est-à-dire que ça explose, on prend des décisions. Il faut hospitaliser vite aux urgences psy, on trouve une place en psychiatrie, tout ça. Et en fait, 2 heures après, le patient, il repart libre, autonome et indépendant sur ses 2 pieds, entouré de sa famille ou avec d'autres projets que de rester à l'hôpital psychiatrique. Les victimes de la population générale qui font face dans une SSE, elles n'ont que faire de la psychiatrie telle qu'on la connaît par les secteurs et les hôpitaux. Elles ont besoin de rencontrer des espaces, des sas où elles vont se retrouver, se réassocier. Et ça, c'est très important de penser ça au niveau du PUMP, des espaces de réassociation de la victime. Bon, voilà, en tout cas, la question, elle est simple, hiérarchique. La victime, elle est vue par les CUMP et par les volontaires. Tout est réorganisé par le chef de PUMP. Et puis, on a au-dessus toute la cohésion nationale, zonale, qui renvoie des renforts et qui soutient les dispositifs. Il faut savoir, ce qu'on a vraiment vu, c'est que les volontaires CUMP sur le terrain sont ceux qui touchent du doigt toute la problématique de la population. C'est-à-dire qu'on déploie comme ça des dispositifs où on est vraiment l'œil et le regard de tout ce qui peut apporter. On sait souvent des choses bien avant que ça se décide au niveau du COD ou des cellules de crise. Et ça fait partie un peu des points un peu fragilisés. Donc ça, je vais peut-être pas me répéter. Je vais passer directement sur la question, donc, le PUMP intra-hospitalier, la particularité par rapport aux autres PUMP, c'est qu'il va y avoir des équipes en amont et des équipes en aval, et qui sont en amont complètement connectées avec l'ensemble de l'hôpital. C'est-à-dire, oui, on travaille avec les psychiatres de liaison, oui, on travaille avec les psychologues de réa, oui, on travaille avec les urgences, et ce flux de personnes comme ça qui arrivent, par exemple, sur Nice, elles ne venaient pas forcément des urgences, ils venaient d'eux-mêmes, les gens venaient d'eux-mêmes, sur le PUMP primaire. Alors Nice, rapidement, c'est le 14 juillet, c'est 86 morts, il y avait 13 enfants, 558 blessés, on était à plus de 3000 personnes suivies sur tout le dispositif. On a été, si je reviens, on a été extrêmement nombreux. Il y a eu 975 volontaires déployés. On était entre 40 et 70 volontaires sur le terrain par jour sur les 3 semaines. 22 départements ont été engagés pour venir soutenir. C'était un énorme dispositif. En ce qui me concerne, dans mon parcours professionnel, ça a été le plus gros auquel j'ai participé et auquel je fais référence aujourd'hui. Donc les différentes interventions, elles ont été. En fait, on a eu, je vais passer sur la carte, on a eu quand même le nombre de PUMP a été, on va dire, 5 PUMP réellement ouverts pendant 3 semaines. Il y en a eu 2 sur l'hôpital, sur le CHU, 1 sur l'hôpital enfant, en jaune. Et puis, on a eu sur la maison d'accueil des victimes. Alors ça aussi, les structures que font les mairies déjà et qui ont déjà organisé sur la ville de Nice, on a des structures qui sont déjà organisées. Et je rends hommage aussi à la CUM, parce que c'est la CUM de Nice qu'on est venu renforcer. Hein. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est qu'on n'est pas venu mettre un dispositif sans eux. On est venu là où eux-mêmes avaient installé des
dispositifs ou qui s'étaient imposés d'eux-mêmes. Et on a eu la particularité, je vous dis la contradiction au niveau de Nice, c'est que le PUM primaire qui s'était ouvert sur la prom, qui s'appelle le centre universitaire méditerranéen de Nice, c'est un PUM primaire parce qu'il était à quelques mètres du passage du camion, et il a été ouvert pendant 3 semaines. C'est-à-dire que c'est un lieu qui était à la fois un PUM primaire et qui est devenu un PUM secondaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le théâtre du traumatisme a été rapidement envahi par des choses qui étaient de l'ordre de la chapelle ardente ou d'autres témoignages. Mais finalement, quand les gens rendent hommage sur une chapelle ardente, c'est là où ils mettent les fleurs, ils mettent tout en hommage, tous les objets en hommage aux défunts, mais ça ne devient plus un théâtre du trauma, ça devient un théâtre de résilience, de recueillement, de deuil. Et donc, c'est là aussi où il faut savoir anticiper. Alors, le centre universitaire méditerranéen, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment... dès le départ, il y a eu des gens qui se sont posés dans les jardins. Ils ont rapidement ouvert le centre et il est resté ouvert pendant 3 semaines. Et ça a été un lieu d'accueil parce que sur Nice, on n'avait pas assez de 5 pumps. Les gens, ils arrivaient, ils étaient des centaines par jour à venir poser la question, déposer. Ils ne sont pas tous venus d'un coup, bien évidemment. C'est une population générale qui regarde le feu d'artifice. On avait énormément de personnes et toutes ces personnes-là ont été absorbées sur le plan l'urgence médico-psychologique pendant 3 semaines. Et après, bien sûr, les Niçois ont travaillé énormément auprès des répercussions secondaires. Le PUMP intra-hospitalier de Pasteur, le Gallé, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse parce que la particularité de cet hôpital, c'est un énorme Gallé comme ça, une architecture très design dans lequel il y a un amphithéâtre. Et en fait, on a posé dans cet amphithéâtre un lieu de soins. On avait la possibilité, on a pu bénéficier de la coopération de la Croix-Rouge, de la protection civile qui faisait un tri en amont et qui faisait aussi un accompagnement en aval. Et à l'intérieur, j'ai mis la photo là de cet amphithéâtre, étaient dispersés comme ça des lieux de consultation en fait, et avec les enfants des familles, parce que c'était des familles souvent nombreuses qui débarquaient, et on s'occupait aussi de débriefer les enfants qu'on orientait ensuite sur l'hôpital de Lanval au niveau du PUMP pédopsychiatrique de Lanval. Ça, c'est une expérience très particulière. On pourrait dire, mais non, on va pas faire un PUMP dans un amphi. Bah oui, on a fait un PUMP dans un amphi avec des choses compliquées, avec des gens qui passaient la journée, des victimes qui venaient passer la journée. Ils venaient à 8h30 quand on ouvrait, repartaient à 18h30. Et c'était vraiment un lieu de réassociation, de recueillement, de remise de sens à la vie. Voilà, je suis pas sûre que... Parce qu'il faut savoir quand même que Nice, c'était de la médecine de guerre, mais c'était de la psychiatrie de guerre. Il y a vraiment quelque chose qui a été extrêmement douloureux et je suis pas sûre qu'on ait dépassé l'indicible et l'innommable de ce qui a été vu par la population ce jour-là. C'est quand même un événement qui reste quand même un peu flottant comme ça autour du référentiel extrême. Je souhaite pas qu'il y en ait d'autres qui viennent le supplanter, vous voyez, mais c'est quelque chose au niveau du traumatisme psychique qui a été très très intense. Et puis voilà ce fameux lieu de l'unité médecine judiciaire. Il faut savoir que si je reviens un peu en arrière sur le schéma, les 2 endroits, c'est-à-dire le violet et le rouge, là-dessus, c'est la MAV, donc c'était la maison en violet, la maison d'accueil des victimes, et le rouge, c'est l'unité de médecine légale. En fait, ce qui s'est passé sur Nice, c'est que pendant 4 jours, on a une énorme population d'impliqués directs et indirects qui cherchaient leurs proches, ils ne savaient pas où ils étaient. 86 personnes disparues. Est-ce qu'ils sont disparus parce qu'ils ont été déployés, déplacés sur les réas, et on ne sait pas comment ils s'appellent, on ne sait pas qui ils sont, ou est-ce qu'ils sont décédés. Et à partir du moment à J2, J3, où l'info qu'il y avait des camions frigorifiques qui étaient au niveau de l'UML de l'hôpital du CHU Pasteur 2 a fusé, tous les gens sont arrivés en masse sur ce lieu-là. Donc on a monté en urgence un PUM qui n'était pas prévu au départ au niveau de l'unité de médecine légale
pour justement faire tampon, accueillir, réorienter les gens sur le PUM du Galet qui était un peu en dessous pour pouvoir gérer cet afflux, parce que finalement on s'en rend compte que les unités de médecine légale, elles sont pas bien faites pour accueillir les familles en grande quantité. Ils le disent spontanément: foutez-nous la paix, laissez-nous faire les autopsies, laissez-nous faire les certificats en individuel, mais s'il vous plaît, protégez-nous de cet afflux comme ça, parce qu'ils n'ont pas les moyens de gérer ça. C'est pas leur job non plus. Et donc, vous voyez, c'est sur la flèche, c'était un peu au-dessus par rapport au Galet qui est en bas. Donc là, ça a été un lieu où on a énormément travaillé. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 jours après un travail de fourmi au niveau de la MAV? Il y avait la police judiciaire et scientifique. Au niveau de l'UMJ, il y avait les autopsies. Ils se coordonnaient H24. Hein, c'était un travail H24 pour ces professionnels-là. Et là, nous, on était en backup sur l'accueil de l'errance. Et en fait, ce qui nous a manqué, c'est un peu une coordination qu'on a très rapidement fait une fois qu'on a compris, mais on inaugurait ces choses-là. Et ça, il faut vraiment s'appuyer sur ce schéma de Nice pour pouvoir anticiper les choses s'il y a une SSE avec multisites et un afflux majeur de victimes avec des impliqués indirects ou directs qui sont juste des impliqués, comme ça, des INU, comme on dit, des impliqués non urgents somatiquement. C'est de coordonner et de pouvoir mettre la CUMP véritablement au front avec les informations autour de ces temps-là. Parce que c'est décidé le lundi, c'était le jeudi, le lundi, c'était à J4, J5, c'est décidé la rencontre avec les familles pour annoncer qu'ils avaient bien identifié les corps et qu'ils pouvaient aller à l'UML, au niveau de l'hôpital, les honorer, on pouvait leur présenter. Et là, si vous voulez, au bout de la deuxième rencontre, on s'est rendu compte qu'il fallait monter une urgence psychiatrique à l'endroit où la police accueillait les familles les unes après les autres, puisqu'ils les appelaient, leur donnaient rendez-vous, puis après ils repartaient pour un rendez-vous à l'UML. Et ça, c'est des lieux d'urgence psychiatrique. C'est des lieux où les gens, ils cassent tout, ils hurlent, ils se croulent par terre, ils font des états des états de sidération catatonique, des états d'agitation agressive. On est vraiment dans quelque chose qui a nécessité qu'on s'arme. À un moment donné, on a eu besoin aussi de mettre des traitements en IM pour pouvoir calmer une jeune ado, pour qu'elle puisse rentrer dans le VSAB pour pouvoir rejoindre l'hôpital qui était à 2 km dans la ville. Donc ça aussi, il faut penser que c'est des temps et c'est des lieux où tout se cristallise, tout se décompense, et puis après, tout redevient dans l'ordre. Et c'est la particularité. On a hospitalisé pour des raisons sociales une famille, mais on a très peu hospitalisé pour raisons psychiatriques. C'est-à-dire que si on sait gérer ça sur le PUM, sur le terrain, on n'a pas besoin d'hospitaliser en psychiatrie. On va avoir besoin des urgences qui temporisent, peut-être une UHCD sur une nuit, ou moins, mais on n'aura pas besoin de faire appel au service de psychiatrie. Ça c'est quelque chose d'assez particulier. Bon, l'Enval a fonctionné comme un lieu de consultation presque ouvert, hein, sans rendez-vous. Ils ont énormément travaillé auprès des enfants. Là, c'était nous, on accueillait les familles et les enfants au Galet. Et puis après, on leur disait pour le petit, là, il faut vraiment prendre rendez-vous. Donc, on coordonnait sur les deux PUMP, des coordinations entre les deux sites. Alors, le lien avec la police judiciaire, c'est ce que je vous disais. En fait, il y avait une porte, on ne nous avait pas présenté à la police judiciaire. Il y avait une porte qui nous séparait d'eux dans l'espace de la MAV, qui est un grand bâtiment sur 2 étages. Et quand on a pris conscience qu'il se passait derrière cette porte, eh bien, on a mis un binôme à l'intérieur qui est venu avec la Madeleine. Et puis, vous savez, la position basse, comme on sait faire en psychiatrie et en psychologie. Et là, ils se sont plus passés de nous. Ils ont demandé que tous les jours, il y a un binôme, peut-être un trinôme, s'il n'y en a pas un quadrinôme aussi. Parce que c'est des gens qui bossent 24 heures sur 24 sur des choses horribles, sur le recueil d'informations pré-mortem et sur des éléments qui sont extrêmement difficiles à gérer. Et dès qu'on a pu faire travailler main dans la main avec eux, dès qu'on a pu mettre des volontaires auprès d'eux, eh bien, on a pu organiser ce temps terrible de l'annonce. De l'annonce, il s'est passé des choses incroyables sur ces temps d'annonce où les 86 décès, c'était pas 86 victimes, parce qu'il y a eu plusieurs malheureusement décès par famille. Donc, si on a eu une 60aine de familles qui sont arrivées comme ça à gérer, c'était 60 cas cliniques de psychiatrie aiguë, de psychiatrie d'urgence. Voilà. Les points forts d'un PUMP intra-hospitalier, eh bien,
Ses points forts, c'est le fait que l'hôpital, c'est symbolique, c'est un lieu refuge, c'est un lieu où les gens viennent prendre du sens, viennent prendre des informations, viennent prendre des nouvelles. Et il faut véritablement anticiper cette arrivée des familles, la présence des familles. Parce qu'une fois qu'ils savent où est leur proche, il est en réa dans l'hôpital, ils vont plus quitter. C'est pas que les gitans qui font ça. Nous, à Marseille, on a toute la tribu qui débarque quand il y a un qui est hospitalisé, même si c'est pas très grave. Mais là, et on sait gérer, du coup, on s'organise, on fait des trucs, on met le café, on met un espace pour les enfants. Non, là, c'est vraiment des familles en deuil, ou c'est des familles qui... Et là, il faut vraiment le prendre au sérieux. Comment c'est prendre au sérieux nos familles, un peu culturellement très, très, très proches, comme ça, eh bien, il faut le faire pour les familles de victimes, il faut y penser. Donc, l'hôpital, il est fait pour... il faut penser à un lieu de soins, mais il faut aussi penser à un lieu un sas avant le départ, un sas avant l'entrée, un lieu d'accueil des familles et de travailler en main dans la main avec les dispositifs existants. Donc cette temporalité, elle est très très importante et on l'a vu surtout sur Irma. Là, c'était incroyable cet hôpital qui a été le lieu refuge, mais même pour les animaux abandonnés. Vous voyez, il faut dans des situations comme ça, l'hôpital, il avait rien à manger, mais il gardait toujours un petit quelque chose. Il y a quelque chose comme ça qui est incroyable de ce que l'hôpital peut être résilient et peut avoir comme ça des processus qui émergent. Parce que ce qui s'est passé aux urgences à Nice, c'est des choses incroyables. Ils n'étaient pas préparés et ils ont été d'une compétence. Je ne parle pas des psys, hein, je parle des soignants des urgences. Ils ont été d'une compétence pour monter en quelques secondes un dispositif d'accompagnement et de soins, de transport au bloc, d'enquête. Donc, je crois qu'il faut faire confiance à nos capacités de s'adapter. La dernière diapo, c'est les points à améliorer. Alors, les points à améliorer, il y en aura toujours. Je crois que la question de la circulation de l'information, elle est essentielle. Le secrétariat de coordination, il faut penser, si on fait un PUMP hospitalier, il faut penser à un cadre de santé, un cadre administratif, un cadre informaticien, parce que maintenant il y a civique, et qu'on va saisir en temps et en heure avec une secrétaire toutes les fiches civiques. Il faut penser à un espace de secrétariat de coordination. La coordination avec les partenaires, je crois on ne peut plus se permettre de ne pas savoir ce qui se passe derrière la porte quand c'est la police scientifique. Et ça, à l'époque, en 2016, eh bien, on a découvert ça parce que même nous, on n'était pas forcément formés au CUMP, à l'alliance et à la collaboration avec la police scientifique. Maintenant, à chaque fois, ça y est, hein, on les repère, on les cherche, on se présente, on travaille avec eux. Sur la rue Tivoli, où il y a eu un immeuble qui a explosé, et il y avait une dizaine de victimes, tout de suite, ça a été un partenariat avec le procureur. Enfin bon, donc là maintenant, c'est vrai qu'on peut plus le dire, mais il y a quand même quelque chose à penser de façon systématique. Et les soins, s'il vous plaît, les soins dédiés aux soignants. Et autant les pompiers, ils sont équipés, ils ont leur psycho. Il faut que les Blancs, hein, nous, les soignants, nous, dans les hôpitaux, on ait des personnels dédiés pour prendre soin de ces soignants qui souffrent et qui ont besoin, et qui sont hyper compétents et qui ont besoin, à un moment donné, d'avoir un soutien et d'être considérés pour ça. Voilà, donc du coup, j'introduis la prochaine. Voilà, je vous remercie. Vraiment merci Flavie pour ce qui est en fait un témoignage je trouvais moi d'une très grande intensité et très très incarné. Est-ce que vous avez des remarques, des photos, oh là là. Peut-être aussi des remarques, des questions? Non, vous êtes tous sous le ou sous le charme ou sous le choc. Oui. Bonjour, je suis Lydia Lambert pour le SR à ma vie du CHU de Nice. C'est pas une question, je voulais juste vous remercier d'avoir mis en avance la compétence des gens qui étaient là ce soir-là. Et au-delà d'un événement qui vraiment restera dans la mémoire collective de tout Niçois, ça nous a permis de nous améliorer. Et certes, on peut dire qu'on n'a pas été mauvais ce soir-là, mais ça nous a permis d'être encore meilleurs pour l'avenir. En tout cas, merci. En fait...
À Nice, on a bien vu le temps des soignants qui était un temps de débriefing, c'est-à-dire que autant on voit les gens, ils ont plus de mots, ils ont plus d'esprit au niveau du nursing, autant comme ça de la diffusion avec l'événement, les gens ils ont déjà des mots, mais ils n'ont pas encore donné du sens. Et là, on avait les équipes comme les radiologues de l'Enval ou comme l'équipe des urgences qui, chaque fois qu'on les débriefait, c'était des gens qui avaient des mots sur ce qu'ils ont vu, mais il n'y avait pas encore le sens. Et ça a débouché un peu comme en 2015 par rapport aux attentats de Paris, c'est-à-dire sur le besoin de se former. Ne nous laissez plus jamais face à des choses pareilles sans que on ait déjà un peu des outils d'adaptation, parce ils l'ont fait tellement de façon compétente et spontanée que et c'est ça qu'on a justement, c'était ça l'idée, c'était de les mettre en valeur, de leur dire mais bravo, vous avez été super compétents. Voilà. Encore merci.